Jean-Marie Funel, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan le projet Le Territoire et autres contingences, regard sur l'action collective. Alors qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Bonjour. Ce livre est né d'un constat que j'ai eu l'occasion de faire au cours de mes activités professionnelles, d'une carence assez générale des politiques publiques en matière de développement territorial. Le développement territorial, juste deux mots, c'est quoi? C'est l'activité qui consiste pour une collectivité territoriale à définir des objectifs pour son territoire et à mettre en œuvre les programmes opérationnels qu'elle juge nécessaires pour les atteindre. Voilà. Donc ces objectifs, ça peut être des aménagements, ça peut être des équipements, ça peut être des actions sociales, ça peut être des actions culturelles, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces objectifs peuvent être atteints, on peut réussir un aménagement, sans que la finalité, c'est-à-dire le projet du territoire global, précédemment fixé, soit atteint. Un exemple rapide, Plaine de France, en Seine-Saint-Denis, le Stade de France. À côté, les aménageurs ont réalisé le troisième pôle de bureau de l'Île-de-France, après la Défense, sans que ça ait eu des effets socio-économiques identifiables en tout cas, sur le reste de la plaine Saint-Denis et au-delà. Voilà. En même temps, on constate que au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la société civile, il y a des groupements qui se forment, des groupes d'action collective, on peut les appeler comme ça, des groupes d'action, qui naissent de leur milieu et qui, dans leur milieu, réalisent des actions qui ont des résultats. Donc c'est intéressant de se poser cette question, pourquoi les pratiques institutionnelles ont des difficultés à aboutir et pourquoi des actions spontanées, privées, y parviennent. Donc moi je suis un professionnel du développement territorial. J'ai pratiqué en Afrique où j'ai conduit, réalisé, évalué des projets de développement régional ou territorial. Ensuite, j'ai été partie prenante dans, je dirais, toutes les grandes politiques de développement territorial, les technopoles à partir des années 80-90, les pays, les chartes de pays, etc. Et ensuite, et à la fin, les pôles de compétitivité. Et ce sont autant de politiques territoriales, qui sont pourtant très différentes les unes des autres, qui ont été, à mon sens, globalement décevantes, en ce sens que les objectifs initiaux qui étaient à l'origine de leur mise en place n'ont pas été atteints. Les objectifs sectoriels étaient atteints, mais pas les objectifs fondamentaux. Donc il y a un problème, à mon sens, avec le modèle classique du développement territorial, et c'est ce que j'avais envie d'approfondir. Alors sur quoi s'appuie votre analyse? Qu'est-ce qui la fonde? Alors, mon analyse s'appuie évidemment sur les observations que j'ai pu faire lors de mes activités, mais également sur de nombreux exemples que je cite, dont je ne suis pas partie prenante, et également sur des travaux de scientifiques. Alors, j'aborde ce travail avec deux constats. Le premier, c'est la sous-estimation, voire la méconnaissance de la complexité des milieux locaux, de leurs acteurs, des jeux de leurs acteurs, des régulations que cela entraîne, et globalement, si vous voulez, de la contingence de ces milieux. La deuxième méconnaissance qui me paraît aussi importante, ou en tout cas la non prise en compte, c'est la disjonction qui existe entre les territoires des différents types d'acteurs. L'analyse donc que je conduis dans ce document s'appuie sur deux concepts qui me paraissent essentiels au cœur des problématiques territoriales, qui sont l'acteur et le territoire.
Je consacre d'ailleurs l'essentiel du livre à ces sujets, et principalement à l'acteur. Alors cette notion d'acteur doit être clarifiée, parce que ces deux concepts sont aussi polysémiques et flous l'un que l'autre. Donc l'acteur, c'est, de mon point de vue, l'unité agissante de base sur un territoire. Cette unité n'est pas un individu, mais c'est un groupe d'individus, un groupe organisé d'individus qui fait système, qui est un système. Et ce groupe de base, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est l'association, c'est l'institution, etc. Ces groupes, dont ces acteurs, ces systèmes acteurs, on peut appeler, ont une relation à l'espace qui est assez complexe, en ce sens qu'elle a le plus souvent la forme d'un archipel. Et l'envergure de cet archipel est très variable également suivant les types d'acteurs. Certains acteurs peuvent avoir des archipels, y compris des familles, qui vont jusqu'à la Réunion, dont des éléments de l'archipel vont jusqu'à la Réunion, jusqu'aux Antilles. Des entreprises peuvent avoir des éléments de l'archipel en Californie, en Chine, etc. Donc l'espace de l'acteur est, je dirais, indéfini. Ces acteurs, lorsqu'ils sont confrontés à un problème complexe qu'ils ne peuvent résoudre seuls, se rapprochent et interagissent les uns avec les autres en formant des groupements, en mettant en place des configurations collectives assez complexes qui ont elles-mêmes des caractéristiques de système. Ces confédérations sont des groupes d'action collective, et c'est eux qui en fait génèrent l'action collective. Ceci donc m'a amené à définir un concept de système d'action, en tout cas à l'approfondir, système d'action collective, ce à quoi est consacrée une partie assez importante également du livre, et on en dresse une typologie et on en apporte les outils de la réévaluation. Et alors à quoi tout ceci vous conduit? Alors tout ceci nous débouche sur ce qui est la dernière partie de l'ouvrage, qui est une lecture originale de l'action collective, et des enjeux qu'elle représente pour les milieux locaux. Alors, énormément de choses sont dites évidemment sur ce sujet. Je vais en retenir 3. On regarde notamment comment cette action collective naît d'un milieu local, naît dans un milieu local, pour répondre à des ambitions ou à des difficultés de groupes d'acteurs, ou pour assurer des transitions, des mutations ou des changements dans celui-ci. On explicite également, un deuxième point qui me paraît intéressant, c'est d'expliciter les raisons qui font que les acteurs ou des systèmes d'acteurs d'action collective ne sont pas en capacité, n'ont pas les moyens, ne peuvent pas, je dirais, d'entrer dans le moule des prescriptions d'acteurs extérieurs ou d'instances extérieures, et notamment les prescriptions qui accompagnent les projets de territoire institutionnel. Mais on montre que ceci n'est pas, que cette incompatibilité n'est pas rédhibitoire. Et on montre dans ce texte plusieurs exemples d'actions collectives qui sont complexes, qui sont assez élaborées, mais qui ont des résultats, et dans lesquels des entités de la sphère publique sont présentes. Mais la sphère publique y est présente sans être dans une posture revendiquée ou dissimulée de prééminence, sans être dans une posture de pouvoir, ou sans être dans une posture également de subordination d'autres acteurs.
Donc ceci nous amène à la fin du livre, qui précise que, parce que je crois que c'est important de le dire, que les actions collectives ne sont pas vertueuses a priori. Elles ne sont que ce que valent, et elles ne valent que ce que valent les causes et les enjeux qui les ont motivées. Mais sous cette réserve, les actions collectives, qui sont le plus souvent discrètes, qui sont le plus souvent frugales, sont des centaines, peut-être des milliers peut-être, à assurer des régulations et des dynamiques dans les milieux locaux. Et donc au final, face à l'impasse dans laquelle se trouvent les projets de territoire institutionnels classiques, je dirais, il me semble que lorsqu'il est possible, lorsque l'action collective s'y prête, lorsque c'est possible, qu'elle intègre des facteurs provenant de la sphère publique, où celle-ci est partenaire et non invasive, nous avons là des processus tout à fait performants qui sont capables de répondre aux enjeux et aux problèmes structurels que connaissent de plus en plus les territoires.